Merci Emmanuel Petiot de nous rejoindre. Vous êtes le directeur général de DInov, qui est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de produits autour des déinocoques. Expliquez-nous un petit peu rapidement le principe de base avant qu'on explique un peu les applications, les métiers. Alors, DInov est une société de biotech française. On est basé à Montpellier et effectivement, on développe des produits, en l'occurrence des antibiotiques et des antioxydants, notamment pour la cosmétique, voire aussi pour la nutrition, à partir de bactéries qui peuvent être des déinocoques ou déinococcus, mais qui peuvent être aussi d'autres extrémophiles. C'est-à-dire qu'on est devenu des spécialistes de l'exploitation de bactéries, disons, inhabituelles et surtout inexploitées, et qui pourtant produisent ce qu'on appelle des métabolites secondaires, c'est-à-dire des produits qui ont un intérêt thérapeutique, puisqu'on développe des antibiotiques, voire des produits qui sont utilisés dans différents secteurs qui sont plus industriels. Donc c'est ce qu'on fait à Montpellier. On a maintenant, au cours de ces dernières années, développé et mis en place une plateforme complète, intégrée, qui fait que nos développements peuvent être menés de A à Z de manière assez indépendante. Évidemment pas pour toute la partie antibiothérapie où là on fait appel à des prestataires extérieurs puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Mais on a une plateforme qui est totalement intégrée et qui nous permet d'être dans la maîtrise de ce qu'on met sur le marché. Et on parlera, je pense, de la commercialisation dans quelques minutes. Alors, ce qui est intéressant, et on ne le dit peut-être pas suffisamment, vous avez une des bibliothèques de bactéries au monde, qui est une des plus grandes, qui vous permet justement d'utiliser cette plateforme et d'investiguer différents domaines dans la santé, dans l'animal et dans la cosmétique. Oui, alors on a ce qu'on appelle un souchier ou une banque de bactéries qui est une des plus larges quand on parle d'extrémophiles. Il y a des tas de big pharma qui ont des souchiers de 100, 200 000 souches, mais qui ne sont pas ciblés. Nous, c'est vrai qu'on a un des plus beaux souchiers d'extrémophiles, et ce qui nous permet d'aller puiser dans cette biodiversité et de proposer à nos clients un ensemble de produits pour les applications que j'ai décrites tout à l'heure. Et c'est vrai que l'intérêt, et c'est la raison pour laquelle l'année prochaine, on sera en mesure de vendre une demi-douzaine d'actifs en cosmétique, c'est qu'on peut compter sur toutes ces bactéries et que chacune des bactéries fabrique des composés qui sont différents. Et on a aussi cette capacité, nous, à modifier ces bactéries pour qu'elles produisent des composés qu'on vise. En fait, théoriquement, avec ce qu'on appelle l'ingénierie génétique et métabolique, on peut viser n'importe quel composé. Évidemment, il faut que ce composé soit accessible, il faut qu'il soit économiquement viable, il faut qu'au niveau réglementaire, il soit accepté. Donc on ne peut pas tout viser, mais on a cette capacité de diriger ces bactéries vers des produits dont le marché a besoin. Alors il y a un des points très intéressants, et on en parle énormément en ce moment, c'est la résistance aux antibiotiques, les antibiorésistants. Parlez-nous-en un petit peu. Vous avez même publié des documents sur le sujet, un livre. Ce sont des éléments clés, je pense, dans l'investigation en termes de santé. Alors l'antibiorésistance, c'est un phénomène qui est connu mais peut-être mal compris. C'est la capacité qu'ont les infections à résister. Ce sont des pathogènes. Ces pathogènes ont appris à muter sous l'impulsion des différents antibiotiques qui ont été utilisés, qui ont toujours été les mêmes ces dernières décennies. Donc il y a une résistance aux antibiotiques qui s'est développée de la part des infections, et il est tout à fait possible aujourd'hui que vous alliez à l'hôpital, alors je ne veux pas vous effrayer, mais pour une opération de dents de sagesse ou une opération bénigne, et que vous ressortiez avec une infection incurable et que vous vous trouviez dans une impasse thérapeutique. C'est ce qu'on appelle une maladie nosocomiale. Alors le problème, il est très important à tel point que on considère que c'est le défi de santé publique le plus important du XXIe siècle, avec 10 millions de morts chaque année en 2050. 10 millions de morts chaque année. C'est-à-dire plus que les gens qui meurent d'un cancer aujourd'hui, qui sont au nombre de 8,2, 8,3 millions. Donc c'est un défi de santé publique majeur. Aujourd'hui, le pipeline est relativement vide, c'est très paradoxal, et pourtant, l'OMS, les Nations Unies, toutes les organisations de santé publique internationales pousse un cri d'alerte pour demander à des sociétés qui font de la recherche de développer les antibiotiques du futur. Et c'est ce à quoi on s'attelle, et les raisons pour lesquelles on essaie de faire passer ces antibiotiques dans des essais cliniques. Donc on a aujourd'hui une plateforme qui fabrique des antibiotiques, celle que j'ai décrite tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un exercice de découverte qui va aller chercher les antibiotiques du futur, notamment ce qu'on appelle les antigrammes moins, qui sont ceux qui sont le plus demandés sur le marché. Et on va jusqu'à la phase 2A, où là, en début d'année prochaine, on compte
rentrer un composé antibiotique pour des infections gastro-intestinales très sévères à base de Clostridium difficile. C'est le pathogène en question qui cause cette infection et pour lequel on développe ce composé qui, sur le papier et dans les premiers résultats qu'on a générés, notamment les phases 1, qu'on a menées en Allemagne et en Suède, est un composé qui est extrêmement prometteur. Donc on se doit de développer ces antibiotiques pour simplement sauver des vies dans les années qui viennent. Très bien. Et si on parle justement du pipeline, ce qui est aussi notable, et il faut en parler, c'est que les accords avec les partenaires industriels sont déjà annoncés. Il y a eu de belles annonces au cours de l'année et c'est peut-être des choses à partager aujourd'hui. Alors, quand on développe une plateforme de recherche, on peut théoriquement faire de la recherche éternellement et ce n'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment de commercialiser. Et on ne commercialise que quand on produit nos composés, ce qu'on a fait. On a lancé un premier composé en avril. On vient d'annoncer ce matin qu'on a lancé un deuxième. Et entre-temps, on a scellé des accords avec GreenTech, qui est une société basée à Clermont-Ferrand, qui est un de nos partenaires, avec Oleos, qui est une société qui appartient à un groupe américain avec qui on développe 2 actifs, un actif avec GreenTech également. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on sera en mesure de commercialiser avec des composés qui seront fabriqués de manière effective. Donc c'est du tangible. On a aujourd'hui 300 kg de composés d'antioxydants chez nous à Montpellier qui sont vendables et qui vont être commercialisés par 2 grandes sociétés, Solvay pour l'Amérique du Nord et l'Asie et Univar pour l'Europe. Donc c'est des gens avec qui on a discuté évidemment pendant des mois. Ce sont des gens qui ne prennent pas n'importe quel composé. C'est des gens qui font ce qu'on appelle des due deals et qui vérifient que la société en question avec laquelle ils travaillent est une société qui, de manière réelle, est capable de fabriquer ces antioxydants du futur. Donc en l'occurrence, ce sont des produits qui apportent pour le premier un effet d'antioxydation, donc de protection de la peau, mais aussi qui apportent des propriétés de régénération cellulaire. Donc c'est pour ça que le produit commence à bien fonctionner, parce que c'est un produit qui est scientifiquement prouvé, puisqu'on a fait des essais cliniques pour pouvoir le mettre sur le marché. Peut-être pour revenir sur l'annonce que vous avez faite ce matin, donc ce deuxième produit dans la dermocosmétique, comment ça se passe en termes réglementaires? Il est agréé, donc il est prêt à être commercialisé en fait. Alors ce matin, ce qu'on a annoncé, c'est qu'on a un composé cosmétique qui a été fabriqué de manière effective. Ce qu'on a annoncé, c'est qu'évidemment, on connaît très bien la structure de ce composé. Les raisons pour lesquelles on ne donne pas le nom, c'est parce qu'on veut se protéger au niveau des brevets, mais on sait qu'on va le fabriquer. Et surtout, on a des résultats in vitro, donc dans nos laboratoires, qui sont extrêmement satisfaisants, qui sont très bons. Voilà. Donc c'est un composé qui va procurer à l'industrie cosmétique des allégations de pointe au niveau scientifique. Et ensuite, au niveau réglementaire, en cosmétique, c'est relativement léger. C'est un composé qui est fabriqué, qui est purifié, qui est concentré et qui doit simplement, à qui on doit donner un nom INCI et qui doit évidemment être validé au niveau de la tox, mais ce qu'on a déjà fait et c'est vraiment pas un problème. Donc c'est un composé qu'on va lancer l'année prochaine, le plus tôt possible, et qu'on va également commercialiser avec des partenaires. Donc je pense qu'on peut dire qu'on est rentré dans une phase de commercialisation réelle et qu'évidemment, juste pour rajouter en finale, que les composés, nous on les vend ce qu'on appelle en B2B, donc on les vend à Solvay, à Univar, qui eux les vendent à des sociétés cosmétiques, des grands, ça peut être des L'Oréal, des LVMH, qui eux confirment les propriétés du produit, les mettent dans leur politique marketing et les intègrent dans des crèmes. Et c'est évidemment à partir de ce moment-là qu'on vend de manière effective nos composés. Donc c'est extrêmement prometteur pour l'année prochaine. Très bien, donc si je résume, propriété intellectuelle avec le Souchier, la plateforme technologique, des applications mondiales avec de très grands potentiels, des partenaires pour les débouchés, donc on est sur de très bonnes nouvelles. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que vous êtes financé au cours de l'année 2018. Il y a eu des annonces dans ce sens-là. Peut-être vous pouvez repréciser un petit peu le profil boursier, le financement de la société et puis les noms que vous avez pu attirer au capital. Oui, donc on a mené une augmentation de capital en juin de cette année. On a réussi à lever 8,5 millions d'euros, ce qui était important pour nous pour pouvoir financer nos développements qui, notamment pour la plupart, visent maintenant une commercialisation, mais aussi pour financer les phases cliniques qu'on démarre à partir de l'année prochaine avec notre candidat antibiotique le plus avancé. Donc je crois que c'est important, on est financé, c'est satisfaisant. Le cours de bourse l'est moins, je pense que c'est le cas de la plupart des biotech. En revanche, c'est un tout petit peu décevant pour nous parce qu'on a l'impression d'avancer énormément, de délivrer ce qu'on annonce de manière réelle puisqu'on est maintenant une société qui commercialise ses composés. Et donc je pense que la
le lien entre le cours de bourse et la réalité de la société n'est pas bon et n'est pas logique. Voilà. Maintenant, c'est à nous de continuer à travailler pour vendre de manière effective, pour continuer à faire des annonces qui reflètent la réalité de nos développements et pour pouvoir renverser la vapeur et faire remonter le cours de bourse. On est assez confiant dans notre capacité à démontrer qu'on peut commercialiser et qu'on a une plateforme de niveau mondial. Merci Emmanuel Petiot. Donc je rappelle, vous êtes le DG de DInov. On peut continuer la conversation donc au stand B23 si je ne me trompe pas, si vous souhaitez poser des questions.